Je suis ravie de pouvoir partager avec vous ces nouvelles thématiques en santé et en santé mentale et psychiatrie, et puis aussi en neuro pour le GHU. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah oui, dernière chose, donc nous allons enregistrer le webinaire. Simplement, dans l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, c'est Véronique sa présentation qui sera prise en compte pour être diffusée sur le site du GHU et autres réseaux sociaux. Les interactions avec sur les questions-réponses ne le seront pas. Donc, en guise d'introduction, vous dire que depuis la dernière décennie, au cours de la dernière décennie, on a vu une intensification de l'arrivée d'un nouveau partenaire, d'un nouvel acteur, d'une nouvelle figure dans le système de soins et le système de santé, qui est donc la personne concernée, le patient, l'usager, dans sa fonction de partenaire. La littérature internationale aujourd'hui reconnaît en effet l'intérêt, la pertinence, l'utilité de la participation des usagers et des personnes concernées et de leur savoir aussi, de la reconnaissance et de la légitimité de leur savoir pour les systèmes de santé qui les accompagnent. Donc en France, la présence de cette nouvelle approche en santé s'intensifie dans les politiques publiques. On a des recommandations, l'HAS en juillet 2020, la loi Ma Santé 2022, la loi de modernisation du système de santé 2016, aborde toutes ces thématiques et les prend pleinement en termes d'intérêt et aussi de volonté publique et politique de mise en place. Et aussi, on a des déclinaisons extrêmement variées de pratiques à l'intérieur des systèmes de soins et des systèmes de santé. En psychiatrie, cette approche du partenariat bénéficie du déploiement des approches fondées sur le rétablissement de la personne, dont les effets objectivés sur la qualité des soins sont reconnus aujourd'hui dans les services et les résultats de recherche. Et alors, en ce qui concerne le GHU et notre établissement et l'établissement du GHU aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, moi j'ai établi une cartographie des usages et des pratiques autour de cette notion de partenariat là, durant le premier confinement. Et on voit qu'on a une déclinaison d'usages qui peuvent se regrouper et de pratiques, de dispositifs qui peuvent se regrouper sous cette appellation sans que jusqu'à ce jour on ait vraiment nommé. J'en ai pour exemple clairement la maison des usagers depuis 2002, évidemment tout ce qui est démocratie en santé avec la représentation, les commissions des usagers, la représentation des usagers, tout le partenariat avec les conseils locaux de santé mentale, et puis aujourd'hui d'autres figures comme le programme de médiateurs santé pair avec l'arrivée de nouveaux médiateurs là, ce mois-ci avec une troisième promotion de la licence de Bobigny à Paris 13, mais aussi des patients experts dans les consultations d'éducation thérapeutique, mais aussi la participation de personnes à des conférences en tant que personnes concernées et déployant leur voix personnelle et de leur expérience et de leurs soins. Donc, on voit bien que le GHU n'est pas vierge de ce partenariat. L'idée aujourd'hui, c'est de passer à une autre étape et de voir comment le faire, parce que ce serait à la hauteur de l'ambition de ce nouvel hôpital et de la façon dont on est en train, par exemple, de travailler sur le projet d'établissement. Toutefois, dans un premier temps, en fait, il y a eu ce recensement qui est toujours en cours des différentes pratiques possibles autour et actuelles au sein du GHU, mais aussi il nous faut prendre la mesure de ce que c'est en fait ce partenariat et que chaque professionnel en fasse sa propre idée, en train de se dire bah oui finalement c'est ça, c'est bien, ma représentation c'est ça et puis elle est commune avec les autres ou pas. Il y a tout un travail en fait d'acculturation à la fois à ces nouveaux concepts, à cette nouvelle déclinaison, puisqu'il n'y a pas une seule façon d'établir un partenariat en santé avec les patients, les personnes concernées et les professionnels de soins et de santé, mais il y en a diverses et c'est ça qui est intéressant et enrichissant. Et donc,
Dans un premier temps, l'idée a été, avec la direction générale et la communication, d'initier une série de webinaires pour les années à venir afin de pouvoir faire connaître les différentes déclinaisons et les différentes conceptualisations qui ont pu se faire aujourd'hui à l'international, mais également en France parce qu'on se déploie de façon intense. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Gadi, qui est directrice de la qualité et de l'accompagnement social et médico-social à la Haute Autorité de Santé et qui va nous parler de cette perspective avec le partenariat patient de là où elle est et là où elle exerce. Et puis, à la fin, peut-être, je pourrais vous rappeler les 5 autres dates que nous avons à la fois de personnes concernées. Alors, on a la chance d'être en contact avec Luc Vigneault, qui est un patient expert et coach du Québec, qui pourra venir nous faire un témoignage et son expertise. Et puis d'autres représentants à la fois du ministère ou des politiques publiques, et puis des praticiens qui pourront nous apporter leur vision des choses, et tout ça pour que ça puisse tout au long de l'année 2021 en fait émulsier dans la tête de chacun et faire en sorte qu'on soit une plateforme en fait d'échange et de co-création et de coproduction de savoir autour de ce partenariat, peut-être avant de s'y mettre vraiment, ou tout en expérimentant différents dispositifs et pratiques, puisqu'on peut faire en apprenant. Voilà, je vais laisser la parole à Véronique. C'est avec un grand, grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Et je suis présente, moi, sur le chat. S'il y a des informations que vous voulez partager au fur et à mesure de la présentation de Véronique, surtout n'hésitez pas. On a dit, s'il y a des questions de compréhension, on peut le faire au fur et à mesure. Mais si on est sur des questions d'échange et de débat, on les prendra à la fin. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette introduction. Et puis, merci de m'avoir invitée. Je suis très flattée, en fait, d'inaugurer ce cycle de séminaires sur un sujet qui, je dois le reconnaître, me tient à cœur. Alors, peut-être quelques mots de présentation de qui je suis et de mon parcours pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'Emmanuel m'a invitée. Donc moi, je suis plutôt de formation sociologue et santé publique, et en fait, la question de la place de l'usager, du patient dans le système de santé pris au sens large du terme est un sujet que je travaille depuis 20 ans, 25 ans, puisque j'ai commencé à m'y intéresser au moment des États généraux de la santé, donc en 1999. J'ai pu suivre les débats autour des lois de 2002. Puis ensuite, j'ai accompagné, travaillé à la fois avec des associations d'usagers, que ce soit dans le champ de la santé ou dans le champ médico-social, dans le champ du handicap. J'ai beaucoup travaillé avec les représentants d'usagers, j'ai collaboré aux travaux du collectif interassociatif sur la santé. Et puis, c'est en 2010 que je suis arrivée à la Haute Autorité de Santé, à la fois pour porter les questions de bientraitance, promotion de la bientraitance, lutte contre la maltraitance, mais également pour porter la question à la fois du respect des droits des usagers, mais aussi de la participation des représentants d'usagers à la certification des établissements de santé. J'ai mené ces travaux pendant un certain nombre de temps. On m'a demandé au niveau de la HAS de réfléchir à une stratégie de l'engagement des usagers, et puis j'ai fini par prendre la responsabilité de la direction de la qualité de l'accompagnement social et médico-social, où évidemment ce sujet continue largement de m'intéresser. Voilà un petit peu pour poser le cadre, vous dire que du coup, je me suis à la fois intéressée aux patients ou à la personne accompagnée de manière individuelle, mais également à tout ce qui a été les mobilisations collectives qui ont pu se faire et la structuration à travers la représentation des usagers. Alors, je vais vous partager un diaporama puisque j'ai cette chance de pouvoir le faire. Voilà, j'ai essayé de structurer le propos qui me semblait
intéressant de pouvoir partager avec vous pendant… Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas là. Si, normalement, vous l'avez, oui. Voilà, la demande d'Emmanuel, elle était finalement que j'aborde la question sous l'angle de en quoi est-ce que cette question de l'engagement des usagers. Alors, je dis engagement des usagers, c'est le terme consacré aujourd'hui à la Haute Autorité de Santé. On a aussi parlé de participation, on a parlé d'implication à une époque. C'est un terme qui est moins usité aujourd'hui. En fait, la question, c'est en quoi cette place des usagers, cette place active des usagers, elle apporte ou pas quelque chose aux questions de qualité des soins et qualité des accompagnements. Alors, Emmanuel disait en introduction, ça fait une dizaine d'années qu'on entend beaucoup, qu'on voit émerger à la fois un certain nombre d'articles, d'articles scientifiques sur ce qu'apportent les usagers, où on voit effectivement des mobilisations à la fois de la part des institutions de santé, de la part du législateur, qui essaye de donner une place, de consacrer une véritable place aux usagers, mais en réalité, c'est beaucoup plus ancien. Ce n'est pas une nouvelle mode qui arrive et on peut considérer d'une part que ce n'est pas propre à la France, c'est quand même un mouvement international, et que d'autre part, il me semble que ça remonterait plutôt aux années 70 autour des mouvements qui ont pu être impulsés par Paulo Freire au Brésil, par Ivan Illich, qui ont finalement établi en quoi la question de l'empowerment, du pouvoir d'agir, comment est-ce lorsque l'on redonne du contrôle aux personnes sur leur vie, ça va améliorer leur santé, à la fois individuellement et collectivement. Et c'est ce qui a prévalu finalement, c'est ce qui a constitué les fondements de la promotion de la santé qui ont été exposés dans la charte d'Alma-Ata. Et donc, c'est l'OMS, ça fait 50 ans qu'elle est sur ce sujet. Un autre point, un autre mouvement international qui a redonné, je dirais, une accélération sur la question de la place des usagers dans le système de santé, c'est évidemment la mobilisation autour du sida, avec des mouvements, une mobilisation qui était une mobilisation de jeunes personnes plutôt éduquées, qui étaient déjà, pour un certain nombre d'entre eux, mobilisées dans des mouvements de reconnaissance d'identité sexuelle et qui ont tout de suite basculé sur la lutte contre le sida et surtout la volonté acharnée que les décisions, que la recherche, que les décisions de santé ne se fassent pas sans eux. Et c'est toutes les rencontres autour du Nothing About Us, Without Us. Alors, ça, c'était pour vous dresser un petit peu le paysage international et puis essayer de vous montrer que c'est quand même un mouvement de fond dans lequel on est. Peut-être s'attarder à quelques spécificités françaises de cette question de l'engagement des usagers. D'abord, une place très forte et ancienne, et pour le coup peut-être même plus ancienne que les années 70, c'est la place que les personnes et les familles ont pris dans la structuration du secteur médico-social. L'État s'est peu intéressé, a été assez peu interventionniste. Il a finalement délégué la création des établissements pour les personnes en situation de handicap. Il les a délégués aux congrégations religieuses, pour une part, mais aussi aux personnes et aux familles. Et on le voit à travers les mouvements de France Handicap ou de l'UNAPI qui ont eux-mêmes construit des établissements, construit des modalités d'accompagnement. Et ces associations, aujourd'hui, sont à la fois des associations représentant des usagers, mais aussi des associations gestionnaires d'établissements. Donc, une place très forte des usagers dans le secteur médico-social qui a pris cette forme-là. Une autre spécificité française, c'est le mouvement associatif qui est très fort. On a beaucoup d'associations en France, c'est vraiment une marque de fabrique de notre pays et on le retrouve notamment dans le champ de la santé. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est dans les échanges que j'ai eus avec nos cousins québécois, où pendant un temps, j'avais quelques interlocuteurs au Québec et on comparait comment la question de la structuration de la place des usagers s'est faite de manière différente, avec des approches différentes. Et l'un des facteurs explicatifs, c'est ce mouvement associatif qui est très présent, très fort, très puissant en France et qui est
beaucoup plus faible au niveau du Québec notamment. Et c'est ce mouvement associatif qui a notamment porté toute la question de la représentation des usagers, alors qu'au Québec, on a plutôt été au début sur une présence citoyenne. Donc un mouvement associatif très fort, avec des associations qui ont essayé de construire plutôt dans la coopération, qui ont essayé d'être effecteurs avec les professionnels de santé. Alors évidemment, ça a pu se faire dans la lutte, on l'a vu autour de la question du VIH, mais en même temps, très très tôt, il y a eu des collaborations entre ces associations de malades et les professionnels autour des questions de recherche et d'accompagnement des personnes. On l'a vu beaucoup aussi sur les maladies rares. Finalement, c'était des pathologies sur lesquelles on avait peu de connaissances et sur lesquelles professionnels et patients se sont trouvés au démarrage tous démunis. Et c'est cette construction collective et commune qui a construit des coopérations. Alors, il y a évidemment l'AFM Téléthon qui, aussi par sa capacité à récolter de l'argent, a été très, très actif. Il y a aussi toutes les associations sur la mucoviscidose, mais on voit bien que toutes les associations des maladies rares se sont construites pour essayer de coopérer, de construire la connaissance et des modalités de soins avec les professionnels. Et à l'inverse, on a d'autres associations qui se sont construites en marge, je dirais, du monde professionnel. On le voit sur les questions d'alcool, les alcooliques anonymes, ils considéraient qu'ils allaient pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Et également dans le champ de la périnatalité, avec tout le mouvement visant à construire des accouchements et des suivis de grossesse non médicalisés, à promouvoir de nouvelles professions telles que les doulas. Donc, voilà. Donc on a à la fois des associations qui ont essayé de travailler avec les professionnels et d'autres qui ont essayé de s'en protéger et de construire leur propre vision de la question sur laquelle ils se mobilisaient. Et ce mouvement associatif, c'est un peu ce que je vous disais en termes de spécificité de la France. Il a été très investi dans la lutte pour des droits. Et cette question de l'entrée par les droits, elle est très particulière en France. Il n'y a qu'en France qu'on a une loi comme la loi de 2002 sur les droits individuels et des droits collectifs. Alors, les droits individuels, c'est le droit à l'information, c'est le droit au consentement, c'est le droit au refus de soins, c'est le droit à la dignité, c'est le droit à la prise en charge de la douleur. Donc, des droits qui vont concerner la personne dans son parcours de santé. Et puis, si on s'intéresse plus au secteur médico-social, ça va être la question du projet personnalisé, où on positionne la personne en tant qu'acteur de son projet. Et puis, à côté de ça, des droits dits collectifs qui vont plutôt être des droits de participation collective, des droits de représentation des usagers, avec une hypothèse qui est que si on veut avancer sur les droits individuels, il faut avoir une force collective à côté qui va permettre, qui va promouvoir ces droits individuels, qui va être une vigie sur le respect de ces droits individuels et dans le même temps, le fait que les gens acquièrent ces nouveaux droits peut renforcer en contrepartie, en miroir, les droits collectifs. Donc, c'est une histoire un peu en miroir, cette question des droits collectifs et des droits individuels. Voilà un peu pour poser le cadre de la question de l'engagement des usagers à l'international et en France, avant d'aborder finalement ce qui est le cœur de mon sujet, qui est l'entrée par la qualité. Ça fait, je vous l'ai dit, un certain nombre d'années que je travaille sur ces sujets et c'est vrai qu'au début, au tout début, on était sur une revendication de nature éthique et de nature juridique. Les gens ont des droits, il faut les respecter, c'est une base. On est sur la question des droits fondamentaux, ça n'a pas forcément été la manière la plus simple pour embarquer les professionnels sur ces questions-là. Un certain nombre d'entre eux l'ont plutôt vu comme une attaque ou en tout cas, comme un potentiel conflit entre les patients, les usagers, les personnes accompagnées et puis ce qu'ils proposaient eux. Mais finalement, et c'est peut-être là, quand Emmanuel disait tout à l'heure, ça fait 10 ans, une dizaine d'années qu'on voit apparaître une nouvelle vision de l'engagement des personnes, c'est l'entrée par la qualité qui a convaincu
et mobiliser un certain nombre de professionnels. C'est là-dessus qu'on a pu partager avec eux sur l'intérêt effectif de l'engagement des usagers. Le premier point, c'est que cet engagement, je vous le disais tout à l'heure, ça a été les travaux notamment de Paulo Freire sur la question de l'empowerment, c'est de considérer que c'est une condition d'efficacité des soins et des accompagnements individuels. Mais ce raisonnement-là qu'on a dans le champ de la santé, on l'a aussi aujourd'hui et depuis plus longtemps d'ailleurs dans la question de l'école et de la pédagogie. Quand les gens sont acteurs de leur vie, ça a plus d'efficacité. Ils comprennent, ils deviennent acteurs, ils vont être en capacité de faire les choix qui sont bons pour eux. Donc, une condition d'efficacité des soins, c'est aussi, il y a une deuxième dimension qui est qu'à un moment donné, cet usager plus collectif, je dirais, a été considéré comme pouvant être un acteur de l'amélioration continue de la qualité des soins et des accompagnements. Et je détaillerai, j'illustrerai en tout cas des sujets sur lesquels on a impliqué ou des représentants d'usagers ou des bénévoles associatifs ou parfois simplement des personnes qui étaient prises en charge ou accompagnées pour porter un regard sur la structure, sur la qualité de l'organisation et sur la manière dont finalement les professionnels répondaient ou non globalement aux attentes et aux besoins des personnes. Et puis, il y a également un troisième axe sur lequel il me semble que l'usager intervient en tant que, pour en tout cas améliorer cette question de la qualité, c'est quand il devient lui-même opérateur des soins et des accompagnements. Et là, c'est la question notamment de la pérédance. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je vais détailler ces trois dimensions. Donc, cette première dimension que j'ai commencé un peu à développer, c'est donc, je vous disais, la question de le rendre acteur. Et on est passé probablement d'un premier mouvement qui a été « il faut informer ». Il faut informer pour que la personne comprenne et soit en capacité d'appliquer. Et ça a été tout un mouvement autour de « on va éduquer les patients ». Alors après, elle a évolué, cette question d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était au démarrage. Mais c'était quand même l'idée de « on va leur expliquer, ils vont savoir et ils vont appliquer ». À l'époque, on parlait de compliance, c'est-à-dire il va quand même falloir que la personne nous fasse confiance. Et donc, une fois qu'elle aura bien compris, elle va savoir faire. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'une autre des dimensions, c'était aussi de recueillir ses attentes et ses préférences pour adapter les soins et les accompagnements. Je vais prendre un exemple sur des travaux qu'on a menés en 2000, tout début des années 2000, sur le suivi de patients ayant des pathologies cardiaques. Ils avaient des traitements et la question que se posaient à ce moment-là les médecins, c'était « mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas, pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas la prescription qui lui est faite ?» Et dans les sociologues on avait interviewé différents patients. Et qu'est-ce qu'il en ressortait? Il en ressortait que, pour illustrer ce propos, notamment un des patients expliquait que le traitement qu'on lui donnait lui faisait qu'il n'avait plus aucune activité sexuelle. Et pour lui, c'était important de continuer à avoir une activité sexuelle. Et en fait, il préférait ne pas prendre de traitement, qu'il savait être bon pour sa pathologie, mais les effets de ce traitement sur sa qualité de vie étaient tels qu'en fait, il ne les prenait pas. Dans la mesure où le médecin n'était pas parti de ce qui était important pour le patient, n'avait pas recueilli ses attentes, n'avait pas recueilli ses préférences, il ne pouvait pas avoir entendu ça. Et donc, la mécanique qu'il imaginait, il sait que c'est bon, il va prendre, ça ne fonctionnait pas parce que le patient avait d'autres priorités. C'est comme ça qu'on est allé vers cette notion de décision partagée, c'est-à-dire rassembler ce qui va être la priorité du professionnel, rassembler ce qui va être la priorité de la personne et au regard de ces priorités qui peuvent être différentes, trouver
la meilleure modalité d'accompagnement ou de soins qui permettra effectivement de progresser sur un plan santé en général, mais qui prendra en compte ce qui fait sens pour la personne. Et puis, le troisième point, c'est aussi reconnaître que le patient, il a des savoirs, il a une expertise sur sa maladie, sur l'effet des traitements et de la maladie sur sa vie, et du coup, pour pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes et les plus efficaces, il faut aussi savoir, il faut s'appuyer sur ces savoirs. Angela Coulter, qui est une Anglaise qui travaille également depuis des années sur ces sujets-là, a identifié que sur un an, pour un malade chronique, il va consacrer 6 heures, il aura 6 heures d'interaction avec des professionnels qui vont le soigner. Ça va représenter une durée de 6 heures, mais les soins qu'il va lui-même s'apporter au cours de sa maladie chronique sont de l'ordre de 10 000 heures. Et donc, en fait, ça revient à se dire que finalement, le premier soignant d'un malade chronique, c'est le malade lui-même. Et une fois qu'on prend conscience finalement de l'importance de l'action, en tout cas de l'importance du savoir de l'action et des décisions du patient, c'est là où effectivement la question de la décision partagée devient évidente. Donc, premier point, c'est une condition d'efficacité des soins et des accompagnements. Si la personne n'est pas impliquée, n'est pas inclue, n'est pas moteur, n'est pas dans le pouvoir d'agir sur les décisions, en fait, elle ne les suivra pas et elle échappera à ce que le professionnel considère comme étant pour autant la bonne solution. Ça, c'est sur un plan individuel, pour tout un chacun, le malade ou la personne accompagnée avec son handicap, avec ses difficultés, qui individuellement doit être engagée. La deuxième chose, c'est arrivé dans un second temps, c'est de se dire, finalement, OK, il sait des choses, cet usager-là, il sait des choses pour lui-même. Il est capable de savoir et de comprendre ce que la maladie ou les traitements vont faire sur lui et en quoi ça répond, ça le fait progresser ou pas, ça répond à ses attentes et ça l'aide à vivre ou pas. Mais il y a eu aussi l'idée de se dire, ce regard extérieur, ce regard tiers peut aussi être pertinent sur l'organisation des structures de santé, des structures, soit les établissements de santé ou les structures médico-sociales ou les services et il y a eu tout un premier temps qui a été de se dire on va faire entrer la parole des usagers dans les structures de soins et d'accompagnement. Alors, d'abord un peu timidement autour des plaintes des usagers. Et c'est toute l'histoire d'abord de la commission de conciliation, puis de la commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, et puis aujourd'hui la commission des usagers. Cette progression au cours des années, elle révèle que, alors que l'entrée était encore une fois sur la question du respect des droits des personnes et d'un droit à se plaindre, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ces lettres de plainte et que la manière dont les représentants d'usagers pouvaient analyser ces lettres de plainte et interroger l'institution au regard de ces expériences rassemblées par les personnes, ça venait éclairer un aspect de la qualité de la prise en charge, de la qualité de l'organisation, de la qualité des accompagnements. Et ça a été, en tout cas, il y a eu cette volonté, quand on est passé de la commission de conciliation à la CRUC-PC, formidable comme terme, ça a été cette idée-là de se dire on peut aller au-delà d'une simple gestion des plaintes. Et puis aujourd'hui, la commission des usagers, elle a vocation à pouvoir être élargie également avec des missions autour de la gestion des événements indésirables, autour du plan d'amélioration continue de la qualité, autour de l'élaboration du projet des usagers. Voilà. Ça, c'était dans le côté sanitaire. Côté médico-social, c'est le développement du conseil de la vie sociale, où on repose cette fois sur l'idée que les personnes qui vivent dans un endroit ou qui vivent au quotidien l'intervention de professionnels peuvent collectivement porter un regard et émettre
des préférences, des suggestions pour que ces services et ces accompagnements correspondent au mieux aux attentes des uns et des autres. Et puis, en marge de tout ça, il y a des initiatives. Alors, évidemment, à Sainte-Anne, vous avez fait partie des précurseurs, hein, qui sont les maisons des usagers, où là encore, quand je dis faire rentrer la parole des usagers, c'était bien l'idée, c'est il y a un lieu qui est géré par des associations et qui va favoriser la prise de parole des personnes individuellement, qui vont trouver un endroit bienveillant pour s'exprimer. On va pouvoir à la fois, du coup, les associations qui sont là peuvent à la fois aider ces personnes dans leur parcours, dans leurs soins, pour trouver des réponses aux questions qu'ils ont. Mais c'est aussi un lieu où on peut du coup recueillir les questions et les doléances des personnes et pouvoir ensuite le réinjecter dans les réflexions des établissements sur leur politique qualité. Donc, la première maison des usagers, c'est Brousset en 1995. Et puis après, il y a eu 2002 Nantes, 2003 Sainte-Anne, 2006 Lagny. Et puis, ça a donné lieu à une circulaire qui a invité l'ensemble des établissements de santé à mettre en place des maisons des usagers. Voilà, ça s'est beaucoup développé avec plus ou moins de bonheur. Et puis avec un enseignement qui est que lorsque l'établissement souhaite donner du corps et une âme à cette structure, ça fonctionne. Si c'est juste une démarche de répondre à une injonction sans en voir le sens et sans en comprendre le sens, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand les professionnels sont eux-mêmes impliqués dans cette maison des usagers. Si les professionnels ne sont pas impliqués, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est intéressant parce que ces maisons des usagers, elles ont probablement à un moment donné symbolisé la capacité ou pas de collaborer et de construire ensemble entre les associations et les professionnels. Un deuxième point, c'est considérer que le recueil de la parole des usagers, c'est un indicateur de la qualité des soins et des accompagnements. Donc, je l'ai dit un peu déjà avec les histoires de commission de conciliation et de commission des usagers, l'analyse des plaintes, quand vous lisez une lettre de plainte, au-delà du premier motif de plainte, c'est souvent révélateur de dysfonctionnements, parfois complètement anodins, mais qui, mis bout à bout, créent des dysfonctionnements. Et donc là, on a une source intéressante d'indices pour pouvoir améliorer la qualité de l'accueil, la qualité de l'accompagnement, la qualité des soins. Et c'est bien parce que ça a été vu comme une source d'information sur la qualité des pratiques qu'on a considéré qu'à un moment donné a été fait le lien entre analyse des plaintes et qualité de la prise en charge. Les enquêtes de satisfaction et d'expérience, vous connaissez, alors ça s'est moins développé, ça se développe maintenant dans le champ de la psychiatrie, ça a été plus dans un deuxième temps, enfin en tout cas je parle sur l'indicateur national, mais c'est de considérer que les enquêtes de satisfaction et d'expérience, elles sont également révélateurs du bon fonctionnement et des bonnes pratiques d'une structure. Et au niveau international, on a vu se déployer un certain nombre d'indicateurs, donc les PRUMS sur l'expérience des personnes ou leur satisfaction, les PRUMS qui sont des indicateurs qui permettent d'évaluer les résultats d'une intervention. Et puis également, on en entend souvent moins parler, mais les PRIMS, qui sont des indicateurs qui font remonter le repérage par les personnes de dysfonctionnements et d'événements indésirables. Et beaucoup de littérature ont montré que finalement, ces indicateurs relevés auprès des personnes venaient croiser, reflétaient assez bien la question, la qualité des soins, la qualité de la prise en charge, la qualité de l'accompagnement dans une structure. Alors qu'on pourrait considérer que les usagers n'ont pas de connaissances, c'est très technique, ça peut être très technique, mais en fait, les éléments sur lesquels ils vont s'attarder pour porter un regard sur la qualité, ça va venir croiser, à partir d'autres regards, le diagnostic fait par des professionnels.
On a vu, il y a des travaux qui ont montré le lien entre satisfaction des usagers et satisfaction des professionnels au travail. On a vraiment des courbes qui sont complètement parallèles, sachant qu'il y a d'autres travaux qui montrent que la satisfaction des professionnels est un révélateur de la qualité du travail, mais également des travaux qui ont montré un lien entre les niveaux de satisfaction des personnes et le taux de survenue d'événements indésirables graves. Donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'expérience, en tout cas des usagers, la prise de parole qu'ils pouvaient prendre sur cette expérience était un indicateur révélateur d'un certain niveau de la qualité des soins et des accompagnements. Donc ça, c'est plutôt dans une démarche descendante, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la parole, on va l'analyser, nous, professionnels, pour en tirer un certain nombre d'enseignements. Il y a eu un deuxième mouvement qui a été de se dire, mais peut-être qu'on peut être plus actif, en tout cas que les usagers peuvent être plus actifs dans ces questions d'amélioration, de démarche continue d'amélioration de la qualité et dans les démarches d'évaluation. Il y a eu notamment des initiatives diverses qui ont pu être prises par beaucoup d'établissements. Ça a quand même franchement foisonné les expériences qui ont pu être menées par les uns par les autres. Ça a été aussi beaucoup porté à un moment donné par le Programme national de sécurité du patient. Alors, quelques illustrations sur le rôle que souvent, en général, sont des représentants d'usagers ont pu jouer. Des audits. Les représentants d'usagers placés en position d'audit ont un regard qui est nécessairement différent de celui des professionnels et complémentaire et qui est particulièrement intéressant. Donc, on a vu des usagers mobilisés sur des parcours de patients au sein d'un établissement de santé. Récemment, il y a eu des travaux qui ont été menés à la PHP sur des audits au niveau de l'identité-vigilance et du bloc opératoire. Et qui, d'une part, parce que de par sa capacité d'observation, les représentants d'usagers ont été en capacité de faire remonter les points qui n'étaient pas vus, qui n'étaient plus vus plus exactement par les professionnels, mais aussi parce que finalement, un représentant d'usager, un associatif qui va interroger un patient, il obtient une parole différente. Indépendamment, on n'est même pas, si vous voulez, dans l'idée que le malade aurait peur du professionnel et du coup ne lui dirait pas ce qu'il pense, mais on sait qu'on oriente toujours le discours en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et donc, le malade, en toute bonne foi et de manière très claire, va dire certaines choses aux professionnels et en dira d'autres aux représentants d'usagers. Et il ne ment pas ni dans un cas ni dans l'autre. Et du coup, l'intérêt, c'est de mettre en commun ces différentes prises de parole parce qu'elles sont toutes vraies et elles permettent de multiplier en fait les regards sur un même événement. Donc voilà, il y avait eu ces travaux qui avaient été faits sur l'identité-vigilance et qui avaient montré à la fois les forces du service et puis les difficultés qui étaient rencontrées, notamment au moment de la sortie où finalement les gens sortaient sans qu'on ait eu le temps de terminer vraiment de préparer la sortie. Participation de représentants d'usagers à l'analyse des événements indésirables. Il y a eu la question du projet usager qui visait à identifier des axes d'amélioration spécifiques et venant s'intégrer au projet d'établissement. Des méthodes comme le shadowing qui consiste à suivre un patient avec du coup les regards du patient. Donc voilà, des représentants d'usagers, des associatifs tout à fait acteurs dans les démarches d'amélioration continue de la qualité, et puis des usagers qu'on implique dans les questions d'évaluation, que ce soit la certification des établissements de santé ou l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Très tôt, d'emblée, la place des représentants d'usagers, de la commission des usagers, du conseil de vie sociale ont été pensées dans ces démarches de certification et d'évaluation en donnant une place particulière à ces acteurs pour recueillir leur point de vue sur la qualité dans ces différentes structures, mais aussi maintenant avec le développement de la méthode du patient traceur ou de la personne accompagnée traceur, ou sur des situations individuelles, on recueille le point de vue des professionnels et le point de vue de la personne
et que c'est bien le croisement de ces différents points de vue qui apporte un éclairage assez complet sur les questions de qualité. Alors voilà un petit peu pour dire les initiatives qui ont pu voir jour en France sur cet usager acteur de la qualité. Je vous disais en introduction, c'est un mouvement international, donc peut-être pour m'être intéressée à d'autres initiatives, vous dire que ça a été très moteur dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays européens et d'Amérique du Nord, avec, je dirais, 3 grands types de situations qui peuvent paraître illustratives des initiatives qui ont été mises en œuvre dans l'ensemble de ces pays. Un peu comme à l'instar, en parallèle de la France, c'est comment est-ce qu'on associe des représentants de citoyens, d'usagers, de patients à un niveau stratégique, et c'est par exemple la question du projet d'usager dans les établissements de santé. Comment est-ce qu'on les inclut, on les associe, que ce soit au niveau national, au niveau régional, vous avez des usagers impliqués au niveau des ARS sur les questions notamment d'offres de soins et d'offres médico-sociales, et puis au niveau local dans les établissements et structures sanitaires, sociales et médico-sociales. L'implication des usagers dans les établissements de santé sur la gestion des réclamations et la défense des droits des patients, donc vraiment comme en France. Et puis, l'implication de ces mêmes usagers dans la question de la définition et du déroulement des soins. Et ça, plus, c'est là où on est dans la structuration du parcours, dans le regard porté sur l'organisation des soins, des accompagnements, et avec à la fois une implication individuelle et collective. Alors, différents termes ou différentes expériences ont existé. Il y a le Patient Advisor aux États-Unis, le Expert by Experience au Royaume-Uni, qui est avec la Care Quality Commission. Alors, ce n'est pas le CQ, c'est CQC. Des patients qui ont été impliqués dans les équipes d'experts visiteurs lors des certifications d'établissements de santé en Irlande, mais aussi avec agrément Canada. Et puis, le patient partenaire au Québec. Alors, je vais dire 2 mots sur les deux premiers points, parce que patient partenaire du Québec, notamment, vous allez avoir Luc Vigneault la prochaine fois, je pense qu'il en parlera bien mieux que moi. Patient Advisor aux États-Unis, ça a été une volonté très forte de positionner les patients comme étant des ressources sur les questions de qualité, et avec les guides qui ont été produits sur cette démarche, un peu comme en France, positionne à la fois le patient au niveau individuel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le rend acteur de son propre parcours, mais ensuite conseille de s'appuyer sur l'expérience des patients, c'est-à-dire considérer que dans les 3 derniers mois qui viennent de passer, il y a un certain nombre de patients qui accepteraient de venir 1 fois, 2 fois pour raconter leur expérience, et sur cette base-là, échanger avec les professionnels qui peuvent en tirer des enseignements pour améliorer l'organisation et la qualité des soins. Et puis, vous avez ensuite ce qu'ils disent pour les patients les plus impliqués et ceux qui sont le plus en capacité de collaborer, la possibilité d'intégrer ces patients-là dans des organes, dans des commissions plus pérennes ou dans des organes de gouvernance. Donc, on retrouve bien avec cette notion de patient advisor les mêmes niveaux que nous avons en France, entre le patient dans son lit et puis le représentant d'usager qui va intégrer le conseil de surveillance, etc. Expert by Experience, ça, c'est une démarche, alors, à la fois d'évaluation et d'inspection, c'est un peu hybride comme démarche, qui a été construite avec des usagers, notamment dans le champ de la santé mentale, et avec, sur la base de leur expérience, ces usagers ont construit des référentiels qualité et ensuite sont allés dans les établissements faire des évaluations sur la base de ces référentiels et fait ensuite des recommandations d'action pour les établissements. Voilà, donc là, on est vraiment sur, je dirais, presque une démarche complètement autonome, c'est-à-dire qu'on part
ce sont les patients eux-mêmes qui ont construit leurs critères, construit leur référentiel, construit leur méthode, qui vont sur place et qui construisent leur rapport. Voilà, et puis la dernière dimension que je vous avais annoncée et qui qui à mon avis prend beaucoup de place aujourd'hui, beaucoup de force, enfin, est en réel développement, c'est peut-être le... Alors, il y a des fondements anciens, hein, les alcooliques anonymes, hein, j'en parlais tout à l'heure, typiquement, c'était de la pérédance. On a vu aussi beaucoup d'engagements associatifs, notamment autour des stomies, avec des associations qui venaient préparer, témoigner, accompagner. Mais on voit bien que ça a pris une nouvelle dimension dans le champ de la santé mentale, dans le champ des addictions, mais également aujourd'hui dans le champ de la précarité, du handicap. Et c'est probablement le levier le plus fort aujourd'hui qui mérite d'être développé. Pour m'être intéressée un peu au sujet, d'avoir quelqu'un qui n'arrive pas avec une culture professionnelle, mais avec un regard complètement différent pour intégrer une équipe. Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le même discours en fonction de l'interlocuteur que l'on a. Donc, pour les patients, d'avoir un pair en face d'eux, ça leur permet d'exprimer et de poser des questions qu'ils n'auraient pas posées, qu'ils ne poseraient pas à un professionnel. Et ça, vous pouvez être le meilleur professionnel du monde, vous restez un professionnel et vous restez un professionnel aux yeux du patient. Et donc, cette posture, cette position particulière qui est celui du père aidant, en soi, juste sur le fait qu'on n'est pas un professionnel, mais qu'on est soi-même un malade rétabli, enfin en tout cas avec une expérience, ça suscite d'autres modalités de réaction, d'autres besoins, d'autres types d'accompagnement. Et puis, c'est aussi un enrichissement pour les professionnels, puisque évidemment, l'intérêt, c'est que ça puisse à un moment donné s'irriguer mutuellement et partager autour de situations particulières. Alors, pour conclure, puisque je suis quand même professionnelle de la Haute Autorité de Santé, vous dire, j'en ai parlé un petit peu, hein, puisque j'ai parlé de l'investissement des usagers dans la certification des établissements de santé, dans les démarches d'évaluation dans le champ social et médico-social, mais ça fait très longtemps que la Haute Autorité de Santé, finalement, a considéré qu'il y avait une expertise du côté des usagers. Ça fait très longtemps, depuis son origine, et elle a assez rapidement mis en place une charte de fonctionnement avec l'usager et considéré qu'ils étaient des experts comme les autres. Et leur a donné ce statut-là dans ses travaux. Alors, leur donner ce statut, c'est à la fois les indemniser au même titre que les autres professionnels, mais c'est aussi leur demander un devoir de confidentialité au même titre que les autres professionnels et les intégrer dans les groupes de travail. Donc, très ancien, une participation qui s'est peu à peu généralisée au sein des commissions et des groupes de travail. Alors, bon, après, je ne vais pas être idyllique, je ne vais pas vous dresser non plus un tableau formidable. Ça n'a pas été simple, c'est-à-dire que la question est toujours la même. Si vous mettez un usager au milieu de 30 professionnels, la parole de l'usager, elle va avoir un peu de mal à exister, sauf si vous avez des personnes avec des personnalités particulières, sinon, ce n'est pas simple. Et à un moment donné, on s'est beaucoup réinterrogé sur nos pratiques et on avait fait le constat, on avait fait une enquête et on avait fait le constat qu'en fonction des services et en fonction des chefs de projet, cette question de la participation des usagers, elle était gérée de manière très différente. Il y avait des services où les usagers étaient systématiquement présents et d'autres beaucoup moins. Il y avait des services qui avaient développé des méthodes favorisant la participation active des usagers, notamment en préparant les groupes de travail avec eux en amont, en redébriefant avec eux après. Donc, on voit bien qu'en fonction de l'envie et de l'implication des professionnels et de leur conviction sur l'importance de la parole des usagers, cette parole pouvait ou pas s'exprimer et prendre réellement une place au sein des groupes de travail.
Pour ce qui a été des commissions, ça a aussi évolué progressivement, puisqu'on avait, nous, des commissions qui étaient à notre main, dans lesquelles on avait mis des représentants d'usagers. Mais à côté de ça, il y a des commissions dites réglementées, comme la commission de la transparence ou la commission des dispositifs médicaux, qui ne prévoyait pas de participation des usagers, et la HAS a plaidé pour une évolution réglementaire qui font qu'on a des usagers depuis maintenant à peu près 5 ou 6 ans. Cet investissement, il a aussi pris forme dans la certification des établissements de santé, puisque là encore, dès la première itération, il était recommandé d'impliquer des patients dans les groupes de travail, et les experts visiteurs ont très tôt demandé à pouvoir rencontrer des associations et des représentants d'usagers. On avait rendu d'ailleurs la rencontre des représentants d'usagers et des CRUC-PC comme obligatoire lors de la deuxième version. Ça a ensuite été, ça n'a plus été considéré comme une obligation, la participation des usagers à la préparation de la certification, et du coup on a pu constater un déclin de cette participation qui depuis a été renforcée et repris du sens dans la plupart des établissements. Cet investissement ancien et puis l'ensemble des travaux français et internationaux montrant vraiment l'intérêt de l'engagement des usagers sur les questions de qualité a conduit la Haute Autorité de Santé à aller plus loin et à en faire vraiment un axe stratégique de son projet. Et ça a été formalisé dans le projet en 2018, sur la période 2018-2023. Et ça s'est traduit par la mise en place d'un conseil de l'engagement des usagers qui réunit pour moitié des usagers et pour moitié des professionnels, puisqu'on est bien dans l'idée non pas d'avoir des usagers juste entre eux qui viendraient critiquer, porter un regard avec une conflictualité potentielle sur la production de la HAS, mais plutôt en faire un lieu d'échange et de co-construction entre usagers et professionnels, donc moitié usagers, moitié professionnels, et représentant à la fois le secteur sanitaire, social et médico-social. Ce conseil, il a comme mission de venir éclairer un certain nombre de sujets portés par la Haute Autorité de Santé. Là, récemment, il a porté un regard sur la certification des établissements de santé, il a porté un avis, il a fait remonter aussi la manière dont a été vécue sur le terrain la crise sanitaire. Enfin, voilà, un certain nombre de points sur le regret qu'ils avaient que les usagers n'aient pas été davantage impliqués dans cette gestion de la crise sanitaire. Donc voilà, il y a des points sur lesquels le Conseil, soit à la demande de la HAS, soit sur sa propre initiative, rend des avis. Nous avons également, cela s'est traduit dans des établissements comme le vôtre, vous savez que c'est toujours marqueur quand même d'une volonté, a été créé un service engagement des usagers avec 4, 6, 7 postes, donc créés ex nihilo, et 7 postes qui ont été consacrés à ce service engagement des usagers avec à la fois une mission d'accompagnement, enfin de d'étayage du conseil d'engagement des usagers, évidemment, de produire des recommandations visant à l'engagement des usagers dans le champ sanitaire, social et médico-social, et puis également produisant des documents d'information en direction des patients et des personnes accompagnées pour leur permettre d'être acteurs de leur vie, acteurs de leur parcours. Et la première grosse production assez symbolique qui a été publiée, c'est une recommandation socle sur l'engagement des usagers. Je vous ai mis là elle se retrouve sur le site de la HAS. C'est une recommandation socle. Alors, il y a un argumentaire qui rassemble beaucoup de littérature et qui est assez épais, mais la recommandation elle-même doit faire moins d'une dizaine de pages et reprend surtout les grands messages. Il nous appartient aujourd'hui, le service d'engagement des usagers en lien avec les autres métiers de la Haute Autorité de Santé, de décliner maintenant cette recommandation avec des fiches techniques, enfin en tout cas des outils peut-être plus pratico-pratiques pour aider à la collaboration entre les professionnels
et les usagers dans le champ sanitaire, social et médico-social. Voilà. Voilà pour ce tour d'horizon et j'en ai fini. Merci de votre écoute.